Voilà, un grand merci pour cet accueil. Un accueil multipartite, multipartenaire. Et pour nous, c'est très impressionnant. C'est un honneur. On le prend aussi comme un engagement par rapport à chacun de ses partenaires, à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce qu'en parlant de droit culturel, on parle d'espoir, et un espoir partagé. Et c'est bien de lever l'espoir, mais après, il faut être capable de le suivre. Et donc, démocratisation, c'est bien ce qu'on fait ici, mais dans un sens, vous l'avez indiqué ici, non pas simplement comme habituellement pour ceux qui font toujours appel à la démocratisation culturelle au sens de Malraux, c'est-à-dire quelque chose qui vient un petit peu d'en haut et qui dit on va faire en sorte que tous les citoyens et tous les habitants puissent accéder à la culture. Mais paideia, comme vous l'avez rappelé, ce mot grec signifie aussi pédagogie, mais c'est une pédagogie de tous azimuts. C'est-à-dire qu'on doit s'enseigner mutuellement, parce que les droits culturels signifient que chacune et chacun est véritablement porteur de culture, créateur de culture et lieu de culture. Et donc il n'y a pas quelques-uns qui sont détenteurs de culture, nous sommes toutes et tous en désir de culture. Et la culture, dans ce sens-là, ces capacités culturelles, c'est d'abord un désir extrêmement fort. Et c'est pourquoi j'ai mis la muse la muse endormie de Brancusi, que vous connaissez, pour indiquer que nous sommes au cœur de l'intime de chaque personne. Et donc, ce qui va nous intéresser dans ce visage qui est là, notre visage, c'est quel est le lien entre l'intime de chacun. Vous pensez bien que notre identité culturelle, elle est tout à fait profonde et forte et en questionnement. Elle n'est pas marquée comme ça une fois pour toutes. Et que c'est bien notre identité qui est en jeu dans toutes nos relations. Quel est le lien avec l'espace public ? C'est beaucoup plus facile de dire, OK, il y a une sphère privée, chacun son truc, son fort interne, oui, et puis l'espace public qui s'occupe des questions générales. Or, notre problème, c'est vrai pour l'ensemble des droits de l'homme, mais notre problème, c'est que nous sommes sur ce lien. Notre culture, c'est notre peau. Elle est superficielle. Si quelqu'un vous frappe ou vous caresse, c'est en surface, et en même temps, ça touche au cœur. La parole que nous utilisons, elle est superficielle. Si elle est authentique, elle touche au cœur. Et quand je dis elle touche au cœur intime de chacun, singulier, mais elle touche aussi dans nos relations, puisque c'est par nos paroles que nous promettons, et donc que nous nous engageons. Et comme on dit après, qu'on va tenir parole. Tenir parole, ça veut dire quoi ? Ce lien de solidarité dont on parle, du vivre ensemble, c'est du lien inter-individuel, ce n'est pas simplement une globalité d'une caisse publique, c'est une question de gestion, c'est ça aussi bien sûr, mais c'est du lien interpersonnel, et nous allons tenir parole. Et on peut dire la même chose de tous ces éléments de culture. Alors, je vais vous faire, si vous me passez l'expression, un peu de grammaire politique. Pourquoi de grammaire ? Parce qu'en démocratie, les libertés s'écrivent. Alors, elles se parlent, elles se disent, mais elles s'écrivent. Et par conséquent, la façon de les faire fonctionner ensemble, de les mettre en synergie, est fondamentale. D'abord, de comprendre, si vous voulez, que la grammaire politique de la démocratie, en gros, c'est les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme puisque c'est à chaque fois les droits qui constituent le principe même du sujet de la démocratie, qui constitue le souverain, donc l'ensemble du peuple. Mais ce n'est pas simplement des droits individuels, chacun chez soi, à côté, et puis qui dit « mon opinion, c'est ça, point ». Des droits qui sont des libertés, mais elles sont réelles, ces libertés, ou pas ? Et
des responsabilités, ce qui définit exactement l'exercice de citoyenneté. Pour être citoyen, il faut avoir une égalité de droits, il faut effectivement pouvoir exercer réellement des libertés. Voilà. Peut-être entre deux, je fais le lien avec cette feuille que vous avez aussi dans votre four, l'appel pour une démocratie de proximité. Ce qui est exactement notre enjeu ici. Quel rapport il peut y avoir entre non seulement des citoyens et l'État, ce qui est évidemment une réduction un peu aberrante de la logique de démocratie, mais comment les différents échelons, mais aussi les différentes échelles d'exercice de la citoyenneté en commun, donc de différentes communautés politiques, et un département, une commune, une région, c'est une communauté politique, formidable, merci. Et comment on arrive à intégrer ainsi un vice-président du Conseil régional a parlé beaucoup de citoyenneté européenne, hein, mais nous avons évidemment une citoyenneté au niveau de la commune, ce qui fait la base même. Nous avons l'exercice de la citoyenneté aux autres échelons, et la citoyenneté européenne va prendre ce sens, non pas simplement comme un échelon éloigné, mais parce qu'au niveau européen, nous avons aussi une garantie droits de l'homme. Et donc nous ne sommes pas simplement dans un système de poupées russes, mais nous sommes dans un système où ce qui est vécu ici, dans cette commune, ce sont des valeurs universelles. Et pour que ces valeurs universelles, dans cette grammaire politique, soient définies, nous avons besoin des différentes échelles, nous avons besoin d'un contrôle par les pairs, nous avons besoin de partager nos expériences avec les Allemands, etc., etc. Donc c'est cela l'idée. Alors, rapidement, l'idée ici de cette grammaire fondée sur les droits de l'homme. J'ai pris ici le cercle des couleurs d'Augusto Giacometti, qui est donc un oncle d'Alberto Giacometti, dont vous connaissez tous l'homme qui marche, et je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi le choix de cette image. Donc, d'une façon générale, dans cette approche politique basée sur les droits de l'homme en développement, on va mettre l'accent sur le fait que nous n'avons pas à répondre principalement à des besoins. Ça, c'est une approche, on pourrait dire, fonctionnelle. Nous avons ici un élément beaucoup plus central qui est celui de capacité. Les droits humains, les droits de l'homme, correspondent non pas simplement à des besoins, le besoin de manger, le besoin de se loger, mais correspondent à des capacités. Capacité de travailler, capacité de se loger, d'offrir du logement à autrui, capacité de s'exprimer. Autrement dit, l'idée n'est pas de réduire des manques, l'idée n'est pas de donner accès à la culture à des gens qui ne l'ont pas, de donner accès à une vie sociale digne à des gens qui seraient incapables de gérer leurs relations sociales. Le travailleur social n'est pas quelqu'un qui apprend aux autres à vivre. Le travailleur social est quelqu'un qui va chercher dans une situation difficile quelles sont les capacités qui ont été empêchées. Et donc va chercher la richesse présente dans les personnes. Et la notion de droit signifie précisément quelqu'un qui est pauvre et pas quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un dont les droits sont en situation de violation permanente. C'est complètement différent comme approche. Pourquoi ? Parce qu'il a des capacités. Et ces capacités sont méprisées et sont ignorées. Ce qui nous donne une approche beaucoup plus complexe, puisqu'on ne va pas traiter simplement d'un côté le besoin de santé, d'un côté le besoin de logement, d'un côté le besoin de travail, mais on va s'adresser aux personnes, pas à la personne, parce qu'elle n'est jamais... En principe, elle n'est pas seule, même si, de fait, elle est isolée, elle peut être en situation d'isolement, mais on va s'adresser à tous ces liens sociaux qui sont en elle. Autrement dit, à partir de cette approche, si vous voulez, l'approche des droits de l'homme, c'est bien une idée que chaque homme compte, chaque individu compte, mais en même temps, il est aussi comptable de lui-même et comptable des autres. Que chaque homme compte dans sa singularité, mais il n'est pas un individu parmi d'autres, ce qui nous donnerait une idée de masse. La démocratie n'a rien à voir avec la masse.
La communication de masse, la consommation de masse, la production de masse, c'est le contraire même de la démocratie. Hein? Chaque individu est d'autant plus individuel qu'il est un nœud dans le tissu social. Ce qui fait notre individualité, c'est que nous avons à répondre de nous-mêmes, bien entendu, mais à répondre à autrui et aussi à répondre d'autrui. C'est ça qui fait que c'est difficile d'être un individu. Voilà. Et en même temps, nous sommes non seulement des nœuds dans le tissu social, mais en même temps, nous sommes des tisserands de ce tissu, puisque nous connectons, nous faisons des nouveaux liens, des nouveaux amis, des nouvelles relations, des nouveaux groupes, des nouveaux liens professionnels, et nous pouvons déconnecter. Donc vous avez à la fois une approche micro, au niveau des individus, et vous avez une approche méso, c'est-à-dire des systèmes. En gros, si vous voulez, que le droit et l'éducation de chacun dans cette commune, dans ces départements, soit effectif, il s'agit bien entendu d'entretenir un équilibre, un système éducatif équilibré au sens dynamique du terme. C'est-à-dire qu'au sens dynamique, c'est-à-dire qu'on sait que tous les systèmes qui sont aujourd'hui sont encore déficients, ils ne sont pas encore assez riches, pas simplement assez riches en termes de dotation monétaire, mais pas assez riches en termes de valeur culturelle, de puissance culturelle, d'innovation. Nous avons une approche micro, nous avons une approche méso, donc le méso c'est tout ce qui touche les organisations, si vous voulez, et nous avons évidemment une approche macro au niveau des communautés politiques qui sont garantes de cette unité ou de cette circulation. En termes simples, ça veut dire que ce qui est au centre, ce n'est pas l'individu, comme on dit, ce sont des personnes. C'est beaucoup plus concret. Hein? Mais chacune et chacun d'entre nous, nous avons en réalité au moins ces trois casquettes. Nous sommes tous citoyens, non seulement parce qu'on va voter, ou parce qu'on s'exprime. Tous les habitants ne sont pas citoyens de ce pays, parce que on est bailleur de fonds pour les collectivités locales, parce qu'on paye des impôts, et on s'exprime de diverses façons. Nous sommes aussi des acteurs privés, ne serait-ce qu'en allant au supermarché du coin, en contractant une assurance, etc., mais en travaillant dans une entreprise. Et nous sommes aussi des acteurs civils, dans la mesure où nous faisons partie de diverses associations. Et tout ceci constitue le bien commun. Donc ça n'est pas une logique bipartite, simplement l'État et la société civile, comme on dit, qui est un petit peu floue. Nous avons cette tripartition qui est extrêmement importante dans la réalité. Et au lieu simplement de parler de dialogue des institutions, il faut mettre toujours les personnes. Et chacune et chacun d'entre nous, nous avons à la fois un pied dedans et un pied dehors. Un collaborateur dans un conseil général, il n'est pas complètement dans le conseil général, il a un pied dedans et un pied dehors. C'est la même chose dans une entreprise, c'est la même chose partout. Voilà, donc ça c'est juste l'approche un peu personnaliste. Et j'insiste bien sur ce point pour remettre, pourquoi cette grammaire, pourquoi les mots sont importants ? Parce qu'on ne peut pas faire de bonne politique sans un ajustement des mots. Un ajustement des mots, c'est aussi un ajustement des services et des fonctions. Donc il faut retravailler sur la verdeur des mots. Je vous disais d'entrée de jeu que les libertés s'écrivent. Et il faut évidemment les écrire correctement et pas simplement avec des mots à la mode, si on ose dire. Voilà. Cherchez les leurs. Tout à l'heure, vous avez parlé des publics en disant on cherche d'autres mots. Il ne faut pas enlever le mot public. Le public, c'est le peuple. Alors, dans ce cas, vous avez des mots à reverdir. Il y a des mots qui sont des mauvais mots. Je parlerai à un moment donné d'immatériel, c'est une subtilité. Il n'y a rien qui est immatériel. Mais, tant pis pour les tenants du patrimoine immatériel, on a un patrimoine beaucoup plus vivant, beaucoup plus fort que ça. Ok ? Mais, attendez, c'est pas fini. Là, quand j'attaquerai ce morceau, ça va... Ah ben, il faut se donner un peu libre cours, hein, quand même. On est là pour rigoler un peu. Et je veux dire, la vie est courte. Et
Voilà. Mais le public, c'est un grand mot. Alors le problème, c'est qu'on l'a complètement usé, n'est-ce pas, en parlant des publics. Voilà. Ça veut dire des gens qui sont assis sur une chaise, en gros, ou qui devraient l'être. N'est-ce pas? Or, c'est pas ça. Le public, c'est un peuple en parlement. C'est-à-dire qu'on est comme ici, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le public et moi qui cause. Nous sommes tous des acteurs et on a entendu des personnages publics qui se sont exprimés. Et aujourd'hui, nous sommes tous des personnages publics au sens où nous participons à un acte public. Et ça, c'est central. Oui. Alors que des gens soient spectateurs, ok, mais c'est un peu passif, n'est-ce pas? Que des gens, et chacun des mots ne dit pas cela. Les plus beaux mots, c'est public et c'est habitant. Parce qu'on habite un territoire, quelle que soit sa situation. Voilà. Alors un très mauvais mot, je vais encore en prendre un, puis après j'arrête pour l'instant, c'est les usagers. N'est-ce pas? On est usager des toilettes, ou d'un système de bus. Mais on n'est pas usager d'un service social. Ce serait complètement aberrant. Et hier, j'étais à Montbrison avec les directeurs de bibliothèque. Si on est usager d'une bibliothèque, ça veut dire quoi? Ben, vous êtes quelqu'un qui vient, qui prend un bouquin, qui part, n'est-ce pas? Or, justement, la bibliothèque, elle a un service public, elle doit s'adresser à tous les habitants. Et pas simplement en tant que la personne qu'on espère va pouvoir venir se servir d'un livre ou d'un support numérique, mais de quelqu'un qui va trouver que la bibliothèque est un lieu d'habitation, de partage, etc. Oui. Donc, usager, il faut oublier. C'est important. Oui. C'est important, parce que sinon, vous avez le professionnel et l'usager. Oui. Et alors, dans les services sociaux, ça a contribué, à mon avis, à un rétrécissement bureaucratique. Vous avez des professionnels qui font une éducation avec des gens qui sont au RSA, et font de la simulation d'entretien d'embauche. Alors j'entends dans un de nos groupes de travail, il y a des professionnels, les gens. Ils disent, les professionnels, c'est qui? C'est nous, du Conseil général, du service social. Oui, et puis vous n'avez pas un DRH, un patron de PME? C'est peut-être aussi des professionnels, non? Et c'est quand même là que ça se joue. Voilà. Et la même chose pour le bibliothécaire. Il ne s'adresse pas à des usagers, il s'adresse à une mère de famille, il s'adresse lui aussi à quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il s'adresse à un notaire, à un médecin, il s'adresse à un électricien, qui ont des attentes qui sont liées aussi à leur vie sociale et à leur profession. Et c'est ça qui nous intéresse. Et la même chose, vous vous adressez à un enseignant dans une école, évidemment que c'est un professionnel. Et alors vous avez un professionnel enseignant qui vient avec un professionnel bibliothécaire, tous les deux sont fondamentalement des médiateurs culturels. Et donc c'est dans cette synergie culturelle des professions, c'est-à-dire des métiers, que les choses réelles vont se jouer. Et y compris un habitant qui connaît bien son territoire, il a aussi une forme de profession. Et c'est là qu'on va chercher un désir, une appétence culturelle. C'est là qu'on va chercher. L'usager, c'est rien, c'est un neutre, c'est une ombre. Cherchez les leurs, les formules politiquement, éthiquement correctes, celles des certitudes qui empêchent de penser. Vous trouverez ce vide, cette banalité du mal, cette croyance que les lois sociales sont des lois naturelles. Même chose du niveau économique, croire que les lois économiques sont des lois naturelles. Quel leurre, quel mensonge, quelle stupidité, qui tue. La stupidité en politique, ça tue, ça appauvrit. Ce leurre qui cache tous les gaspillages humains, les non-publics, c'est le gros mot que je dis une fois ici. Voilà, Magritte, ça c'est du musée de Bruxelles, une toute petite figure, mais extrêmement parlante, à mon avis. Nous avons besoin, au contraire, de régénérer cette grammaire, une belle et forte culture politique, celle qui met véritablement en scène les personnes, en scène comme on est là maintenant. Et c'est bien ça, le public. C'est une mise en scène. Des individus qui ne sont pas simplement des gens privés avec des besoins, mais c'est des hommes et des femmes qui parlent et qui, dans cet espace de parole, vont créer cet espace public qui est l'idée même de démocratie. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez bien, que je vais entendre maintenant le mot de démocratisation. Non pas aller vers des gens qui sont plus ou moins ineptes et puis leur apprendre ce que c'est que, etc., n'est-ce pas, la grande culture de la nation, mais aller chercher l'intelligence de chacune et de chacun qui fait et une intelligence qui est dans les territoires, une intelligence territoriale, parce que c'est là que tous les savoirs
Et le culturel, ça concerne tous les savoirs. Tous les savoirs, pas simplement les savoirs comme ça, mais les savoirs en termes de saveur. Ouais. Tous les savoir-vivre, les savoir-être, les savoirs faire savoir, les plus difficiles, les savoirs donner, les savoirs recevoir. Tous ces savoirs qui nous touchent complètement. Si je vous ai dit tout à l'heure que notre culture, c'est notre peau, ça signifie que nous avons plus ou moins de puissance culturelle. Et c'est là qu'on a un problème de droit, de liberté et de responsabilité. De puissance culturelle, quelle est votre capacité de toucher et d'être touché? Que vous avez grâce aux disciplines culturelles que vous utilisez, voilà, que ce soit le langage à présent, c'est bien notre capacité de toucher et d'être touché par les mots. Si vous n'avez que de la langue de bois, si vous n'avez que vous maniez avec une dextérité de menuisier, peut-être, si vous avez un langage beaucoup trop pauvre, avec pas assez de mots, avec pas assez de liens grammaticaux, avec pas assez de nuances, eh bien, vous êtes un peu manchot dans l'expression. Si vous n'habitez pas assez votre corps, parce que vous n'avez jamais libéré une véritable gestuelle, alors, comment vous allez faire? Hein? Et là, eh bien, notre approche. Juste un petit rappel au niveau du cadre politique. En gros, dans les droits de l'homme habituels, dans l'ensemble, vous avez les droits civils et politiques, qui est une approche libérale, qui fait partie de la modernité, et puis vous avez les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont plutôt, disons, relatifs à un État plus fort, ou État-providence. Dans le premier cas, on a l'idée pas trop d'État. La liberté des individus, c'est ça ce qui compte. Dans le deuxième cas, on dit il faut de l'État pour pouvoir assurer des écoles, des hôpitaux, des services sociaux, etc. et de la culture. Voilà. Cette partition très droite-gauche est aberrante. Je ne dis pas que la droite et la gauche, c'est aberrant. Il faut des positions politiques, mais à partir d'un socle commun. Et ce socle commun, c'est l'ensemble des droits humains. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que dans une approche idéologique de droite, on va dire les vrais droits, c'est les libertés individuelles. Et le reste est secondaire. Comme dans l'économie, on va dire libérer le marché et le reste de la richesse va venir partout. Voilà. On sait que c'est faux. Dans une approche idéologique de gauche, on va dire les vrais droits, c'est les droits collectifs, et c'est le collectif qui va former l'individu. N'est-ce pas? Et c'est tout aussi idiot, puisque c'est l'œuf et la poule. N'est-ce pas? C'est les individus qui forment la société, comme je disais tout à l'heure, et en même temps, nous avons besoin des différents groupes sociaux et communautés pour nous former, pour faire l'expérience qu'une liberté, pour être individuelle, une liberté, elle est toujours en répondance avec d'autres libertés. C'est parce que quelqu'un vous questionne que vous êtes obligé de vous exprimer. C'est pas moi qui chante tout seul dans ma salle de bain. Ça peut arriver. Heureusement que personne n'écoute. Et donc on a besoin de ce langage, et y compris ce que j'ai dans ma conscience, évidemment, il est fait avec tout cela. Alors, très rapidement, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ensuite les deux pactes, droits économiques, sociaux et culturels, en 1948, grand idéal après le séisme de la guerre, qui n'est pas terminé. Je vous rappelle, les guerres actuelles sont un enchaînement constant de guerres. En droit de l'homme, on sait qu'on n'arrête jamais une guerre. Si on comprenait vraiment ça, eh bien, je vous garantis que démocratie, on saurait ce que c'est. Nos démocraties sont aujourd'hui toutes sous-développées. Si on avait vraiment cette grammaire de l'unité, on saurait qu'une violence, c'est une contamination pour prendre une métaphore, à l'époque de Camus, on parlait de la peste, aujourd'hui on va parler du cancer, si vous voulez, ou peu importe, d'autres maladies de ce type. Et on n'y va pas simplement avec de la chirurgie dedans. Au contraire, on dissémine. Voilà. Et donc pourquoi ces violences? Alors c'est vrai au niveau international, c'est vrai au niveau d'un territoire. Ces violences contaminent. Parce que nous avons tous peur. Parce que notre énergie est limitée, notre confiance est limitée.
Donc il faut aller chercher les racines de la confiance. Vous comprenez ici le défi qui est le nôtre ici, c'est que les droits culturels ont été très largement oubliés, considérés comme secondaires. Parce que tout le monde sait que c'est important d'avoir un toit, tout le monde sait que c'est important d'avoir du travail, un logement, tout le monde sait que c'est important de ne pas être torturé, donc de pouvoir s'exprimer librement. Mais aller au cinéma, au théâtre, c'est quand même pas la priorité. Or, je vais vous dire, non seulement que les droits culturels sont au même niveau que les autres, ce qui est le principe de l'égalité, de l'indivisibilité de tous les droits, mais qu'ils ont un effet déclencheur sur tous les autres. Ils ont un effet déclencheur. Si vous êtes violent, c'est que vous avez eu une forme de déculturation, passez-moi l'expression. Parce que tous les domaines culturels, voyez la langue, voyez la danse, voyez le théâtre, voyez la science, voyez le sport, voyez la cuisine, tous les domaines culturels sont des lieux de communication. Tous les domaines culturels sont des lieux où on va partager de l'admiration. Autrement dit, tous les domaines culturels sont producteurs, et je mets le producteur au sens le plus fort, sont producteurs de paix. Voilà. On ne peut pas faire la guerre si on ne commence pas par déculturer, par faire du lavage de cerveau, par faire croire que l'autre est véritablement un monstre. On ne fait pas la guerre pour avoir du pétrole, on ne fait pas la guerre pour avoir un accès à la mer, on ne fait pas la guerre pour ceci. Ça, c'est les dirigeants qui le font. Mais ceux qui font la guerre, il faut d'abord avoir tué quelque part en eux, et si ce n'est pas encore fait, pendant la guerre, ça va se faire. D'avoir tué en eux cette liberté culturelle, cette liberté d'adhérence, cette liberté d'admiration. Alors, pour en revenir ici, le droit à l'éducation, qui est donc l'article 26 de la Déclaration universelle, suit le droit de participer à la vie culturelle, qui est l'article 27, suit ensuite l'article 28, qui est le droit de participer à un ordre politique tel que les droits de l'homme sont réalisés, autrement dit un ordre démocratique. Vous avez un enchaînement assez évident entre l'éducation, qui permet de donner accès à la maîtrise de ces disciplines culturelles, je veux dire à une première maîtrise, à la fois de la langue, de la géographie, de tout ce que vous voulez, qui donne accès à la participation à la vie culturelle, de nouveau, l'aménagement, la vie dans son propre territoire, la langue, les logiques qui sont inhérentes à chaque discipline, y compris évidemment du calcul, des maths, etc., de l'observation des sols, et des valeurs, disons, qui peuvent être philosophiques, religieuses, artistiques, et naturellement que si on ne participe pas à la vie culturelle, comment voulez-vous être citoyen? Parce qu'une communauté politique, c'est avant tout une communauté de valeurs. N'est-ce pas? C'est pas neutre. C'est une communauté de valeurs, avec un engagement. Voilà. Un engagement de solidarité, c'est pas simplement une justice élémentaire, on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui soient trop pauvres. On n'y arrivera pas, il y en aura encore, si on a cette logique-là. Parce qu'on n'a pas assez de sous à distribuer, pour dire les choses simplement. Donc, si on veut avoir une société véritablement inclusive, comme je l'indiquais tout à l'heure, il ne faut pas simplement dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de besoins. Il y a des gens qui ont trop, mais comme on ne peut pas trop couper leur fortune, sinon ils vont ailleurs et qu'il y a d'autres problèmes, il faut aller chercher les ressources là où elles sont, c'est-à-dire dans toutes ces personnes. Et il y en a plein des ressources. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut tous être beaucoup, beaucoup plus intelligents qu'on ne l'est aujourd'hui. Ce n'est pas le message qu'on donnait toujours dans les écoles, mais c'est ça qui fait l'idée même de l'école de la République. Ce n'est pas simplement mettre tous les gens au même niveau. C'est arriver à mettre tous les gens dans son excellence propre. Ouais. Là encore, le mot excellence... En France, il est souvent abîmé, mais j'y reviendrai. Alors voilà, en gros, si vous voulez, en termes assez concrets, à chaque fois, vous avez un élément de sécurité humaine. Dans le langage ordinaire, la sécurité humaine, au niveau politique, c'est les mines antipersonnelles, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais en réalité, vous avez de la sécurité humaine dans les libertés publiques. Qu'est-ce qui fait la sécurité démocratique? C'est l'expression des gens.
n'est-ce pas? Et qu'on puisse dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on va discuter. Hein, et qu'on n'est pas obligé de faire grève pour discuter. C'est ça, la sécurité démocratique. On fait la grève, elle coûte très cher pour tout le monde, qu'en cas exceptionnel. Sécurité démocratique, c'est le débat permanent. La même chose pour sécurité économique, ça n'est pas besoin d'expliquer, pour les sécurités écologiques, sociales, et sécurité transversale des personnes, des groupes, communautés en situation vulnérable. Sécurité culturelle, ça fait un peu plus mal aux oreilles. Hein. Parce qu'une sécurité culturelle, on a l'impression qu'on va revenir à des choses qu'on ne veut pas. Mais en réalité, ce que j'indiquais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va, quand je parlais de violence, hein, les mouvements qui sont soit très populistes, ce qui est une sorte de violence politique, puisque ça bafoue la structure démocratique, la structure des libertés, je dirais par inculture, tout simplement. Soit des violences de type idéologique, religieuse, comme dans les fondamentalismes, ou d'autres idéologies. On en a aussi dans nos universités. Le néolibéralisme actuel est une idéologie qui nous fout dedans. En Suisse, on est assez spécialiste. Vous avez des universités qui vous enseignent les mathématiques financières qui ont fait couler nos banques. Alors, elles n'ont pas coulé parce que l'État les a sauvées et puis qu'elles profitent d'autres solutions. Mais si on les appliquait, plus on les applique, plus on est mauvais. Les banques, elles peuvent se porter bien, plus ou moins, mais au détriment de l'économie réelle. Donc on a des idéologies qui peuvent être dans bien des domaines. Ce qui est la différence d'avoir des doctrines qui s'opposent. Ça, c'est juste, c'est du débat. Et si vous avez, comment dire, ce qu'on appelle à tort des islamistes, parce que l'islam est quelque chose d'absolument, une tradition absolument magnifique. Donc quelqu'un qui est fondamentaliste, il est plus musulman dans ce sens-là, de même que ce qu'on appelle parfois les évangélistes américains qui appellent au meurtre aussi. Il faut appeler ça des fondamentalistes, quel que soit le prétexte qui est utilisé, le vocabulaire qui est utilisé. Eh bien, pour amener les gens à la violence, et notamment à commettre des actes épouvantables, eh bien, il faut pouvoir profiter de gens affaiblis. Un simple exemple dans la banlieue lyonnaise, un groupe, une travailleuse sociale, médiatrice culturelle, qui réunit des jeunes qui sont tous descendants de familles du Maghreb. Et dans la discussion, donc des gens qui ont des ados qui ont un certain nombre de problèmes, et dans la discussion, elle s'aperçoit, complètement bouleversée, qu'aucun de ces ados ne connaît l'histoire de ses parents. D'où il vient d'Algérie, d'où il vient du Maroc, et comment ça s'est passé. En m'expliquant ça, elle en avait les larmes aux yeux. Parce qu'elle se trouvait en face d'un vide identitaire abyssal. Ouais. Ce vide est complètement insupportable. C'est une véritable violence culturelle. Et une violence culturelle qui n'est pas simplement une violence individuelle du genre « Oh, mon papa, il a fait quelque chose de honteux », ce qui peut exister. Mais c'est tout un lignage qui est devenu honteux et qui porte la honte là où on est, en disant, on a dit à ses enfants, explicitement ou non, oublie toutes tes origines, deviens un petit Français comme les autres, tu auras moins de problèmes. En réalité, c'est comme ça qu'ils ont plein de problèmes. Ouais, parce qu'ils ne savent plus où ils sont, et il y en a qui sont des candidats rêvés aux fondamentalistes qui leur apportent une identité prête à porter. Voilà, alors, je termine cette petite histoire pour ne pas faire trop long. Un grand tournant politique, 2001, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Pourquoi un grand tournant politique? Changement de paradigme. C'est symbolique, 2001, ça s'est fait avant et c'est pas fini, n'est-ce pas? Mais je prends simplement cette étape. Avant, la diversité culturelle était considérée comme un obstacle. Alors on le voit bien aussi en France, hein. Diversité des territoires, tout ça, c'est un obstacle au centralisme français, pour dire les choses couramment. Quand nous étions dans la préparation de ce texte, nous étions invités par l'ambassadeur de France près l'UNESCO, et qui, tout d'un coup, à cause de ça, avait pris le langage de la diversité culturelle. Je lui demande, c'est bien la diversité culturelle, est-ce que c'est vrai aussi à l'intérieur du territoire? Il n'allait pas trop vite. Et la diversité culturelle qui est un obstacle à la démocratie,
parce qu'on va aller vers les communautarismes, qui est un obstacle à la science, toutes les traditions bizarroïdes, alors que la science, elle est universelle, qui est un obstacle au marché, évidemment, le grand libéralisme. Si on refait les petites frontières partout, ça ne va pas. Un obstacle, évidemment, aux droits de l'homme, puisqu'à ce moment-là, c'est le relativisme, chacun invente ses droits un peu partout. Et qu'est-ce qu'on dit à partir de 2001 ? Pourquoi on dit ça ? Parce qu'entre-temps, il y a eu un gros problème économique qu'on a appelé en France, on est spécialiste des exceptions, l'exception culturelle, n'est-ce pas ? En disant, les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres, et donc à ce moment-là, on ne peut pas être complètement dans les règles de l'OMC, n'est-ce pas ? Sinon, on va être complètement envahi par le cinéma, par la chanson américaine, etc., etc. Donc on veut faire du protectionnisme, mais comme on ne peut pas dire qu'on veut faire du protectionnisme, puisqu'on est dans l'approche ultralibérale de faire tomber les frontières, on va dire, attention, les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres. Voilà. Et donc on va dire, la diversité culturelle est centrale. Alors, diversité culturelle devient patrimoine commun de l'humanité. Ça veut dire quoi ? Comme en biologie, on va dire la diversité génétique, c'est notre patrimoine. Donc on ne peut pas réduire constamment le nombre de pommes, de tomates, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous savez bien qu'on les redéploie, de variétés. Voilà. La diversité culturelle, elle est centrale pour la démocratie. On travaille avec la Tunisie, on a fait un colloque 14 mois après le printemps arabe, du 14 janvier, sur comment faire une démocratisation qui soit propre à ce pays qu'est la Tunisie, à ses peuples, et qui ne soit pas simplement un copier-coller, évidemment, avec des conceptions du débat, des structures de débat qui peuvent être tout à fait appropriées et différentes. Oui. Et à ce moment-là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu. Il ne s'agit pas d'importer un modèle dit occidental, mais il s'agit d'aller chercher des structures. Pourquoi ? Parce que la démocratie, au sens de structure de débat ouvert, rationnel, et donc procédure pour que les décisions soient prises toujours à l'issue d'un débat ouvert et rationnel, c'est quelque chose qui a valeur universelle et qui a été vécu de diverses façons dans différents pays tout au cours de l'histoire des peuples. Et alors, cette diversité est extrêmement riche et est importante. La diversité linguistique, n'est-ce pas ? On la voit dans les sciences avec le monolangage américain aujourd'hui. Le monolangage, c'est de la monoculture, c'est de la monopensée. Hein ? Et donc, beaucoup commencent, malgré la pression, de dire attention, chaque langue a sa grammaire. Sa grammaire, c'est une conception de pensée, hein, c'est une conceptualisation qui est différente. Donc on a besoin, dans les formes de recherche scientifique, on a aussi besoin de cette diversité. Voilà. Au niveau économique, on revient à des fondamentaux. Dans le libéralisme classique, pas le néolibéralisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenu une sorte d'entonnoir massificateur. Dans le libéralisme classique, c'était la multiplicité des propriétaires qui garantissait la multiplicité des libertés. C'est un peu cru, mais c'est assez juste. Ouais. Il vous faut avoir quelque chose en propre pour pouvoir être capable de vous exprimer et de tenir un certain nombre d'engagements. Ouais. Et la même chose au niveau des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher dans la diversité des cultures différentes formes d'expression. Alors je passe sur la convention de l'UNESCO qui a suivi en 2001 et qui est devenue très restrictive, essentiellement sur les industries culturelles. En gros, pour simplifier, j'ai pu participer à l'article 4 et 5 de la déclaration de 2001 qui mentionnait les droits culturels, ainsi qu'à une convention du Conseil de l'Europe, convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel de la société. On ne parle pas de patrimoine immatériel, on parle de patrimoine intégré. On en dira un mot dans les ateliers. Et puis, en 2007, donc, on a produit une deuxième édition d'un travail qu'on faisait depuis 15 ans avant, avec cette déclaration que vous avez dans vos dossiers, qui est un texte ici qui n'est pas officiel au sens intergouvernemental, il n'est pas ratifié, c'est un texte société civile. Vous pouvez y adhérer dès aujourd'hui et participer à notre grand réseau d'observation directe. Mais cependant, on travaille avec des experts des Nations Unies, c'est facile, c'est pas loin de chez nous, à Genève, le Conseil des droits de l'homme. Et notre texte a été intégré à l'observation générale
du comité qui s'occupe des droits économiques, sociaux et culturels, et donc de cet article sur le droit de participer à la vie culturelle. Et puis, nous avons participé aussi au mandat d'un rapporteur spécial, c'est-à-dire quelqu'un qui visite les pays pour dire « vous en êtes où dans le droit de participer à la vie culturelle ?» Voilà. Pour dire que les choses bougent beaucoup. Alors maintenant, sur le principe même, pourquoi est-ce qu'on a du mal de parler de pauvreté culturelle? Alors, je reprends ce texte de Daniel Salnave, qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle « Le don des morts », qui est un livre sur la littérature. Les morts, ce sont tous les écrivains, ceux qui sont morts du moins, les autres vont mourir comme nous, et qui font le don de cette écriture, et elle compare un livre à une ville, oui, parce que vous avez aussi une écriture urbaine avec des phrases urbaines. Voilà. L'écriture, c'est pas seulement sur du papier, on a mille et une formes d'écriture sur son propre corps, par ses vêtements, on a des chorégraphies, et on a aussi diverses sortes d'écritures sur le territoire, par le meuble, par l'immeuble, par l'urbanisation, y compris si elle est rurale, si j'ose ce vocabulaire. Ce qui sépare un homme cultivé d'un homme qui ne l'est pas, ce n'est pas seulement la possession d'un bien, c'est un chemin qui n'a pas été parcouru, un travail qui n'a pas été fait. Mieux, c'est un lien qui n'a pas été noué avec le monde, car la culture n'est pas seulement un trésor de connaissances et de jouissances. La culture est ouverture au monde, arrachement et construction de soi. Arrachement, c'est pas simple, naturel comme ça, c'est arrachement et construction de soi. Si donc la privation de culture sépare les hommes entre eux, si elle creuse entre eux un fossé, elle fait pire encore, elle les sépare, et de même, et du monde. Le monde, il n'est pas seulement autour de nous, le monde, il est en nous. Et c'est dans ce lien entre le plus intime et le plus ambiant, le plus environnant, n'est-ce pas, que vous avez la puissance culturelle, que vous avez la puissance de socialisation, que vous avez la puissance des liens sociaux. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un lien social ? C'est pas simplement qu'on est copains, c'est pas simplement qu'on dit tiens, j'ai un sentiment plus ou moins généreux de solidarité. Ça, c'est limité. N'est-ce pas ? Quand vous avez quelqu'un qui est extrêmement pauvre, si en plus il est extrêmement dépressif, vous pouvez y aller pour faire du lien social avec. Si vous prenez le lien social, vous plongez avec. Hein ? Donc on est obligé de faire un filet tout autour. Vous connaissez ça ? Ouais, et quelle est la maille ? Quelle est la qualité de ce maillage ? C'est pas seulement qu'il est plus ou moins serré, c'est pas une camisole de force. Hein ? Donc, quelle est l'élasticité, la puissance, le caractère, on pourrait dire, conducteur d'un tissu social, vous voyez ? Conducteur de capacité. Comme on dit, conducteur en électricité. C'est une chose qui va bien. Eh bien, c'est précisément du savoir échangé. Mais de ce savoir d'existence dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu sais de ton père ? Pourquoi ton père est parti ? Ça, c'est un savoir, vous comprenez, qui vous bloque ou qui vous débloque. Eh bien, le savoir qu'un enfant qu'on amène à la forêt, et on lui montre ce qu'il y a sous les cailloux avec une loupe, et on lui fait écouter les insectes, et on lui montre ce que c'est que l'écorce d'un arbre et ce que c'est que l'intérieur du tronc, c'est un savoir tout aussi important. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout proches des arbres et nous avons bien besoin de libérer cette sensualité qui fait l'intelligence profonde, l'intelligence réelle. Pourquoi, diable, pourquoi, dans nos discours, nous avons d'un côté les intellectuels et de l'autre côté les manuels, d'un côté la théorie et d'un côté la pratique ? Ça, c'est de la stérilisation forcée. Ce qui fait une intelligence vivante, c'est une intelligence sensuelle. Pourquoi ? On le sait très bien, justement, dans l'éducation scientifique à l'école, quand elle fonctionne bien, eh bien, on apprend aux yeux à voir, on apprend aux oreilles à écouter, on apprend à la peau à toucher, on apprend à la mémoire à bouger, à vous travailler dans le corps. Voilà ce qu'on apprend quand on apprend à observer. Et la même chose dans une culture physique, au bon sens du mot, n'est-ce pas ? On va apprendre qu'un geste, il peut être hyper précis, mais que pour qu'il soit hyper précis, il faut un long travail d'aller, venir, où on se trompe, où on est idiot, on est manchot, etc. On se fait moquer, et tout ça, c'est très bien, n'est-ce pas ? Parce que c'est après tous ces tâtonnements, oui,
qu'on peut grandir. Eh bien, ce qui est vrai pour cette culture physique, ce qui est vrai pour cette culture des sens, eh bien, c'est au cœur de notre culture intellectuelle. On est tous des intellectuels, sinon on n'est pas libre. On est libre dans la mesure où on a une puissance intellectuelle. Donc, comment vous pouvez évaluer votre intelligence? Pas avec une échelle. Hein? Mais dans quelle mesure vous êtes capable de comprendre la personne qui est devant vous? C'est ça, l'intelligence. Vous comprenez que là, on est moins fiers. Hein? Quand on a un adolescent qui a des problèmes. Oui, bon. Et il y a bien le cas. Hein? Ça peut être le collègue de travail, mais c'est sûrement pas le cas ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être pauvre culturellement? Vous le voyez, quelqu'un qui est amputé par la langue qu'il ne maîtrise pas, par sa gestuelle corporelle, etc., etc., il est désœuvré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la main dans les œuvres. Comment pouvons-nous libérer quelqu'un? Alors, l'expression est un peu forte, mais c'est un petit peu ça quand même. Comment pouvons-nous nous libérer? Faire cette expérience formidable de libération si nous n'avons pas la main à la pâte. Hein? Nous avons bien besoin que l'énergie passe et revienne. Ce que je disais tout à l'heure de l'écorce de l'arbre, ce que je peux dire de l'eau, ce que je peux dire du sable, ce que je peux dire de l'herbe, ce que je peux dire, bien entendu, de la pierre formidable. Hein? Eh bien, nous avons besoin de toucher ces éléments parce que tous ces éléments ont de ce que Gaston Bachelard, philosophe de la rêverie, appelait de l'énergie psychique, dynamique. Vous voyez? Et j'ai besoin de toucher les pierres, pas vous. On a besoin de les regarder. C'est tellement fabuleux une pierre. Ça a une durée tellement longue qui nous dépasse. Ça a un grain tellement étonnant. Et en même temps, ça se taille. Vous voyez? Et alors, ce que je dis de la pierre, on peut le dire d'une complète autre façon, du verre. On peut le dire, bien entendu, de la terre, etc. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas besoin de ces énergies pour penser? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces énergies pour savoir ce que c'est qu'un muscle, pour savoir ce que c'est qu'une résonance? Parce que nous connaissons, nous ne vivons que en résonance. Vous voyez un petit peu pourquoi l'immatériel... C'est de ces énergies-là que nous trouvons nos intuitions. Mon œil, il est complètement déterminé par ce que j'ai vu, par ce que je vois, et donc je choisis ce que je vois, et en même temps, il est déterminé par la façon dont j'ai le sentiment que les autres me voient. Et alors, qu'est-ce que c'est que mon regard aujourd'hui? Il est complètement cultivé. Il est complètement cultivé parce qu'il est travaillé non seulement par ce que j'ai vu, comme une sorte, j'aurais mon patrimoine d'images au fond de l'œil, il y a ça, mais pas seulement ça, mais la façon dont je suis vu. Je regarde tout en étant regardé. Donc vous avez une réciprocité dans notre corps humain, et ce qui est vrai au niveau de chacun de nos 5 sens est vrai au niveau de l'intelligence, qui est notre sens commun, c'est-à-dire qu'il travaille avec ces 5 flux d'énergie, si on veut, ces 5 flux d'informations en interaction permanente avec ce qui est autour de nous, ce qui est en nous, et en interaction entre eux. Tout ça étant sur notre peau. Et quelqu'un qui n'a pas d'expérience de l'ouvrage, qui n'a pas ouvragé, vous voyez bien, quand on donne un outil à un enfant, il a un grand sourire, ça. Après, il y a intérêt à être pas trop loin, mais il a ce grand sourire parce qu'il sert à quelque chose. Les gens qui considèrent que l'utilité, qu'être employé, c'est quelque chose qui n'est pas digne de l'être humain, c'est évidemment complètement le contraire. Ce qui fait la dignité d'un être humain, c'est aussi la capacité d'être utile. Si on n'est pas utile, si on est librement utile, évidemment. Pourquoi ne voit-on pas la gravité de cette pauvreté? Pourquoi ne voyons-on pas la gravité de cette violence? On a un problème de vocabulaire encore et toujours. Pourquoi? Parce que quand on parle de culture, et vous voyez dans les administrations, on a le secteur culture, en gros c'est les beaux-arts et les patrimoines. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne joue pas. Si vous allez au théâtre, c'est pas simplement vous allez prendre une bonne détente. Vous allez au théâtre parce que vous avez envie d'apprendre à vivre. Vous avez envie d'apprendre ce que c'est qu'une gestuelle. Vous avez envie d'apprendre comment des paroles peuvent être mises en scène et faire bouger. Vous avez envie de vivre un acte public
où vous avez des choses intérieures qui peuvent être partagées avec beaucoup d'autres. Autrement dit, cette culture au sens étroit, qui est bien pratique dans nos cadrages administratifs, elle n'a pas de sens dans la réalité. Et donc, depuis la conférence de 82, sur la première conférence mondiale de politique culturelle à Mexico, on a adopté cette définition qu'on appelle souvent anthropologique, ou définition large. La culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, tout ça, qui caractérisent une société ou un groupe social, et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Il est clair que la cuisine, c'est de l'art. Il est clair que c'est de l'art, en tout cas de la culture, et que c'est un art de vivre au quotidien et qui est extrêmement important, puisque c'est dans le repas partagé qu'on va faire du lien. Et un lien qui est éminemment sensuel, mais qui est éminemment lié au langage, et qui est éminemment lié au lieu où on mange. Et il est clair par conséquent que l'habitation, c'est complètement central au niveau culturel. Et donc la vie quotidienne et l'utilisation des chemins, des routes, des rues, des espaces publics, si ce n'est pas culturel, qu'est-ce que c'est ? Et naturellement, le vêtement, si ce n'est pas de la culture, qu'est-ce que c'est ? Autrement dit, on va dire, mais alors si tout est culture, ça dit quoi ? Ben oui, mais ça c'est un problème normal. Tout est économique aussi. Ça ne veut pas dire que l'économie doit tout manger, mais que tout a une inscription sociale, tout a une inscription économique, tout a une inscription culturelle, et tout a une inscription politique, et tout a une inscription écologique. Ça n'empêche pas que les regards sont spécifiques. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut repérer. Là, on a quand même maintenant ce problème politique. Cette définition large, on est obligé de l'accepter, en gros. Mais qu'est-ce qu'on fait en politique avec une définition large ? Alors c'est là qu'on vient à la grammaire droits de l'homme. Pourquoi ? Dans la déclaration que vous avez, on a formé cette définition. Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, etc. Non plus qui caractérise une société ou un groupe social, parce qu'on est en approche personnaliste, par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Autrement dit, l'environnement est large, mais c'est dans chaque personne qui compte. Et là, c'est concret, parce que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas découper une personne, et ça, c'est la culturelle, ça, c'est son logement, ça, etc. N'est-ce pas ? C'est bien cette personne, et vous comprenez que les savoirs qu'elle a sur son corps, les savoirs qu'elle a professionnels, les savoirs qu'elle a sur sa famille, vous comprenez bien que c'est un peu ça qui va faire le lien. Et donc que le culturel, ce n'est pas un secteur à part. Tiens, on va lui donner un petit peu l'accès au cinéma. Les pauvres, ils n'ont jamais le temps d'y aller. Ils n'ont pas l'argent pour aller à l'opéra. On va leur faire un accès à l'opéra. Et oui, bon, peut-être que c'est bien, mais le cœur du problème, il n'est pas là. Le cœur du problème, il est de réveiller cette capacité culturelle qui va être importante pour la recherche d'emploi, qui va être importante pour garder leur enfant, qui va être important pour garder son logement ou en trouver un, qui va être important pour vivre autrement ses relations avec ses voisins, qui va être important évidemment pour sa santé et pour la santé des siens. Ce sont ces savoirs qui comptent. Et en plus, ça veut dire que tout ce que dans les fautes de langage, si vous voulez, qu'on entend, quand on parle de la culture occidentale ou de la culture européenne, que l'on compare à la culture arabo-islamique, par exemple, ou à la culture africaine, tout ça, c'est du blabla. Pourquoi ? Et alors, quand Amartya Sen, l'économiste indien, qui est fondateur de ces notions de capacité sur lesquelles on travaille, il dit dans un petit ouvrage qui est une série de ses conférences, c'est Culture et violence, l'UNESCO est tombé dans le piège tendu par Samuel Huntington, vous savez, le choc des civilisations et le choc des cultures. Pourquoi ? Parce que l'UNESCO répond par le dialogue des cultures. Mais ça ne veut rien dire. Vous avez déjà vu des cultures ? Vous les avez vues dialoguer ? Ça n'a strictement aucun sens. C'est là les leurs.
Si vous avez une musulmane qui parle avec une catholique, c'est pas l'islam qui parle avec le catholicisme, n'est-ce pas? C'est une musulmane, peut-être, qui vient du Maroc, qui a 3 enfants. Elle porte un voile, pas parce qu'elle est forcément musulmane, mais parce que ça se fait dans la région où elle est. En même temps, elle est infirmière, etc. Et elle va parler à une catholique qui peut vivre ici, qui a peut-être aussi 3 enfants, ou 2, qui est peut-être aussi infirmière, ou médecin, ou autre chose. Et puis, ce dialogue, c'est des personnes qui ont chacune une diversité de références, professionnelle, familiale, géographique, etc. Et à l'intérieur de cette référence religieuse, si l'une se dit musulmane et l'autre se dit catholique de conviction, eh bien, vont être sunnites, chiites, plus ou moins de telle ou telle formation, etc., avec une culture qui est bricolée. N'est-ce pas? Nous n'avons pas une culture, ça n'existe pas. Quand on dit la culture en général, méfiez-vous du leurre. Nous avons des milieux culturels qui sont des écosystèmes culturels. Il y a un écosystème culturel qui est dans lequel cette ville se trouve. Hein, et dans cet écosystème culturel, vous avez des dispositifs comme celui-ci, et puis vous avez bien entendu des personnes, vous avez des savoirs accumulés par les habitants qui sont là, et qui sont plus ou moins en lien avec Vichy, avec etc. etc. Hein, et chacun d'entre nous, nous avons notre écosystème culturel. C'est quand même plus concret, vous ne trouvez pas? Alors, d'où chaque droit culturel est une sorte de cheminement. Définition, ici, un droit culturel implique un droit, une liberté, une responsabilité. Donc on va parler des libertés culturelles. Pour dire un mot là-dessus, tout à l'heure je vous ai présenté idéologie de droite, idéologie de gauche. Ça ne veut pas dire qu'on est au centre. Hein. Ça veut dire qu'il faut définir qu'il y a un socle démocratique qui est aujourd'hui beaucoup trop bas. Il faut l'élever. Avec une exigence beaucoup plus forte au niveau de l'effectivité de chaque droit humain. Et alors, vous savez que du côté libéral, on parlait des libertés formelles, du côté socialiste et marxiste à l'époque, on parlait des libertés réelles. Entre les libertés formelles et les libertés dites réelles, mettez les libertés instruites. Ce sont les libertés instruites notamment de leurs responsabilités, qui font que nous avons véritablement un tissage de liberté, qui font que personne ne peut simplement dire « moi je suis libre, et c'est mon opinion ». Vous avez qu'à me respecter, c'est mon opinion. Ben oui, tu as le droit d'être idiot, mon pauvre. Hein? Mais une liberté qui n'est pas instruite, et elle est anarchique au sens négatif du mot. Comme un enfant à l'école qui dit « moi j'ai envie de dire à mon maître que c'est un imbécile ». Peut-être qu'il a raison de le penser, mais il n'a pas raison de le dire en tout cas. Et souvent, évidemment, il a tort aussi de le penser. Et qui dit « moi si j'ai envie de parler maintenant ». Mais non, tu ne peux pas parler, il y a une discipline. Cette discipline, elle n'est pas faite pour te coincer, cette discipline, elle est faite pour élever ta liberté. Et considérer que ta liberté d'expression, c'est une liberté d'expression pour quelqu'un, avec quelqu'un. Et que ta liberté sera d'autant plus personnelle que tu le vis avec et pour. Autrement dit, on parle facilement de co-responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de co-liberté? On a l'impression qu'on va bouffer l'individu en disant ça. Mais c'est le contraire, on l'élève. Hein? Je suis co-responsable de la liberté des gens avec qui je travaille, bien entendu. Je peux bouffer leur liberté. Ça? Je peux avoir une liberté dévorante. Et au contraire, je peux avoir un usage de ma responsabilité, de ma liberté responsable, qui va contribuer à augmenter la liberté des autres. Et vous comprenez que c'est plus malin, parce que si les autres avec qui je travaille sont plus libres, moi aussi je serai plus libre. Si les autres sont plus intelligents, plus instruits, je le serai aussi davantage. Donc l'idée est de vivre librement une riche identité culturelle, d'accéder, de participer à des œuvres culturelles. Vous avez vu ce qu'on avait dit sur la pauvreté, qui permet à chacun d'accueillir des références et des savoirs, références musicales, références artistiques, références familiales, références géographiques, références religieuses, références scientifiques, etc. Toutes ces références qui sont nécessaires à l'accès aux ressources disponibles, un effet de levier des droits culturels, et enfin de jouir. On a du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, on ne fait rien. Hein.
pas du plaisir forcément du matin au soir, mais du plaisir professionnel. On a dit des assistants sociaux, territoire de Belfort, qui disaient des assistants plus âgés, qui nous disaient, il y a 30 ans, on faisait beaucoup plus de prévention sociale. On animait des réunions, des choses comme ça. Nos directions nous ont dit, ça venait pas de Belfort, ça venait du centre, nos directions nous ont dit, arrêtez de faire ça, vous vous faites plaisir. En réalité, ils sont en dépression. Parce qu'ils sont en face de différentes formes de dépression, psychologique, sociale, économique, etc. Si vous n'avez pas de plaisir à travailler, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous n'avez pas la valeur de ce que vous faites. Et en quoi on a la valeur de ce qu'on fait? Précisément parce qu'on sait que ce que j'essaye de dire, l'autre le reçoit, il le reçoit mieux que je l'ai dit. N'est-ce pas? Et donc il va me faire un retour qui n'est pas simplement « Ok, tu as fait ton exercice de maths, maintenant tu connais, n'est-ce pas? Et j'ai fait mon boulot de prof. » Non, l'autre va me redonner quelque chose de plus. Il va authentifier ce que j'ai dit. Et donc il va moi-même m'amener à améliorer la compréhension de ce que je lui dis. Voilà. Ça, c'est au niveau de la parole, mais c'est au niveau d'un geste de tendresse. Si vous avez de la tendresse pour quelqu'un, vous ne dites pas « Salut », simplement, c'est la tendresse de tous les matins. N'est-ce pas? La tendresse, c'est quoi? C'est une éducation mutuelle. Un geste de tendresse qui va trouver, qui va évoquer une autre tendresse, un autre geste, comme la parole évoque une autre parole. Comme le mouvement évoque un autre mouvement, et alors à ce moment-là, vous jouez avec une correspondance. Et vous découvrez ce que c'est que l'expression parce que vous voyez une impression chez l'autre qui vous fait aussi une impression. Et ce lien entre expression et impression, et les mots sont forts. Expression, c'est la pression. Impression, c'est ça qui fait un accord progressif. Une concordance des mots, comme il y a une concordance des gestes, comme il y a une concordance des regards qu'on vit de façon quotidienne. C'est ça, la culture. Vous voyez combien c'est à la fois intime. Et c'est à l'intime de chacun et c'est à l'intime du lien social. C'est ça qui. Et là, vous avez le lieu politique. Nous, on fait du politique simplement quelque chose qui encadre, etc. Et puis je dis que les choses gentilles. Mais en fait, le lien politique, ce lien de citoyens, etc., il joue entre l'intime des liens et l'intime. Vous imaginez quand un travailleur social va prendre une décision ou va amener à une décision de retirer un enfant d'une famille, au nom de quoi le politique peut aller se mettre ses gros pieds dans des problèmes absolument terribles. Ah bon, bien sûr, on a l'idée de sauver l'enfant d'une famille en déshérence, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Mais en fait, vous avez une douleur parentale qui est totale. Et vous risquez d'y aller avec 2 couteaux dans la plaie. Ce qui n'est pas forcément bon non plus pour l'enfant. Et alors, comment faire autrement? Quand vous avez une queue de guichet, que vous n'avez pas le temps de voir les gens, que les services sociaux sont eux-mêmes découpés parce qu'il y a l'assistance sociale généraliste, il y a ceux qui s'occupent de l'enfance, il y a ceux qui s'occupent des budgets, il y a des choses comme ça, et qu'à ce moment-là, on a découpé en morceaux la personne, et qu'elle doit raconter son histoire à différents bureaux consécutifs. Vous voyez? Alors, on est quoi? On est dans l'émiettement, on est dans haché, menu, la singularité de chacun. Ok? Une fois qu'on a fait le constat, comment faire? Alors voilà, c'est ici. Voilà. Vous avez compris un petit peu mieux maintenant ce dessin. Ce qui est ici, toutes les références culturelles, on pourrait dire, le cercle des couleurs, qui fait que si quelqu'un dit c'est quoi mon identité, alors il va parler de son papa, peut-être, il va parler de sa maison, il va parler de son enfant, il va parler de son chien, peut-être, c'est pas le même niveau, il va parler il va parler de son instituteur, il va parler de sa maison, il va parler de beaucoup de choses, évidemment, de son corps, il va parler de son sexe, il va parler de son regard, il va parler etc., etc. Et de ses amis, bien entendu. Et il va parler de ses langues, les langues qu'il parle. Et en même temps, les langues que nous parlons, elles sont autour de nous, c'est notre milieu, et en même temps, évidemment, elles sont au milieu. Le milieu, c'est dans les deux sens. C'est à la fois ce qui nous entoure, et c'est ce qui est aussi au milieu. Et c'est ça qui est bien embêtant. Notre tête, c'est comme un hall de gare. Il y a tous les mots qui le traversent, et où est-ce qu'on met le filtre?
Il y a toutes les modes qui passent. Les publicistes, ils connaissent ça par cœur. Ça. Sauf qu'ils savent casser les parois très poreuses. Tu vois. Ils savent pas comment, nous, on peut faire des vrais filtres. Notre culture, c'est sur notre peau. C'est sur notre peau, pourquoi ? Parce que c'est une interface entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, une interface entre deux formes, une intimité qui doit se protéger, mais en même temps qui va chercher toutes ses sources à l'extérieur. Donc, comment faire ? C'est vrai du point de vue biologique, on respire le même air, etc. Je ne vais pas plus loin dans le détail, mais c'est vrai au niveau des idées, c'est vrai au niveau des valeurs, c'est vrai aussi au niveau des émotions. Alors, je prends ce qui fait le cœur des droits culturels, qui est principalement l'identité, vous l'avez vu. Et je vous déploie rapidement ici comment cet espace intime est un vrai espace. Et pour définir un espace, le plus simple est de définir, c'est un espace intellectuel. Notre conscience est l'intellectuel. Ça veut dire quoi l'intellectuel ? C'est l'intelligence. Mais encore une fois, pas une intelligence déracinée. C'est une intelligence que j'ai dans les doigts. Et on va bien dire à un enfant, quand il dessine, qu'il a une intelligence dans les doigts, qu'il peut déployer plus ou moins. Quand je dis dans les doigts, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans les pieds, ça peut être partout, parce que tout notre corps est ce que certains philosophes appelaient un arc intentionnel. Tout notre corps, c'est comme celui de l'archer, voilà. Et notre corps, c'est à la fois tous ces muscles qui vont essayer de trouver une correspondance dans le mouvement, mais qui va passer aussi par la flèche, par l'arc, qui se bande avec toute l'attention du système, disons, biologique de l'individu, y compris, bien entendu, de son attention, qui vise la cible. Et toute notre intentionnalité, je dirais toute notre puissance de toucher et d'être touché, elle est précisément dans des mots justes, dans des gestes justes. Quand je dis juste, c'est juste au niveau moral, comme ça, et c'est très ajusté, comme on ajuste un vêtement, n'est-ce pas, pour qu'on trouve la note juste, comme on trouve le message juste, la position juste, et qu'on doit constamment, évidemment, réajuster. Eh bien, pour ajuster, on va ou trop loin, ou trop proche, enfin, ou trop à droite, ou trop à gauche. Et donc notre espace de conscience et de liberté, il est dans cette mobilité, de dire attention, je vais plutôt là, je vais plutôt où. Alors, on définit l'identité ou les droits culturels souvent comme du droit à la différence, n'est-ce pas ? Et on va parler des communautés qui sont différentes avec le risque que cela entraîne. Mais en réalité, pour faire son identité, on fait son identité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que personne de tel âge, en tant que fils, en tant que père, en tant que mère, en tant que avec le lien à la terre, à l'air, etc. Autrement dit, avec des valeurs universelles. Donc, nous autres, quand on a une dialectique comme ça, une dialectique, ça veut dire une contradiction qui est positive. On ne peut pas supprimer un des deux pôles parce qu'ils sont vrais tous les deux. Vous êtes en train de me dire que leur file. Non, mais je vois que ton corps s'exprime, c'est un horloge physique. Je m'arrête à quelle heure ? À écart, c'est bon ? Quoi ? On avait un peu de retard, donc tu peux aller peut-être un petit peu plus loin. Mais... Ok, moi je m'arrête. Moi c'est facile de m'allumer, mais c'est plus difficile de m'éteindre. Alors, nous avons chacune et chacun à vivre ces questions universelles d'une façon originale, et c'est ce qu'on appelle le singulier. Voilà. La dialectique, elle est positive parce qu'elle va donner du sens au singulier. Deuxième dialectique, pour faire de l'identité, identique, ça veut dire qu'il y a une unité. Mais si vous êtes simplement toujours égal à vous-même, vous êtes ennuyeux comme la pluie. Et donc votre identité, elle va être extrêmement pauvre. Et donc pour faire son identité, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher une diversité de ressources. Alors on va voir des gens différents, des amis différents, on va voyager, etc. On va apprendre des choses différentes, des métiers. Voilà. Mais ce n'est pas simplement un patchwork. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes complètement éclectique et ça ne va pas donner une identité riche. La richesse, la diversité permet la comparaison. Pour qu'il y ait la comparaison, il faut qu'on puisse faire une unité. Les gens qui viennent d'une famille, comme on dit, mixte,
En général, une famille, ça doit être mixte, mais de toutes les façons que l'on pense. Mais disons, il y a quelqu'un qui vient d'Afrique et quelqu'un qui vient d'ici, l'enfant, il va dire, est-ce que je suis africain, est-ce que je suis auvergnat, il est les deux, mais il faut qu'il trouve son unité. Voilà. Et l'unité que lui va trouver ne sera pas la même que celle de son frère ou de sa sœur. Il va le vivre le plus librement possible en fonction des connaissances qu'il a, des valeurs qui peuvent être des deux côtés. Bien entendu, vous avez une troisième dialectique, c'est-à-dire l'identité, elle est de chacun d'entre nous, mais si pas simplement en se regardant dans un miroir, en se disant qui je suis, qu'on a la réponse. Et donc, on se compare toujours avec d'autres personnes. Et quand je dis avec d'autres personnes, c'est pas simplement de interindividuel, ça passe aussi toujours par des choses. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez été complètement bouleversé par un livre? Un livre qui vous a bouleversé. Vous dites, je ne vais plus être pareil après l'avoir lu qu'avant. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Avec qui? Comme ça, si c'est vraiment intime, vous allez dire, attendez, j'ai lu un bon bouquin, ça parle de sexe, c'est génial, et vous partez avec tout le monde. Ça parle de la relation entre un père et son père, brutale, vous allez partager avec tout le monde. Nos amis, mais vous en avez beaucoup, vous avez de la chance, pour partager toutes ces choses. Hein? Comment? Ok, mais justement, ça, vous l'avez fait parce que vous êtes bouleversé. Vous êtes en train de le faire. Et vous sentez qu'il y a un mouvement, vous êtes remis en question, donc vous êtes mobilisé, mais aussi décontenancé. Hein? Sinon, ce ne serait pas un bouleversement. Donc, vous allez chercher votre ami le plus proche, n'est-ce pas? Et vous lui dites, tu as 3 jours pour lire ce livre, sinon je ne peux plus parler avec toi. En gros, c'est ça. Tu vois? Ah oui, c'est ça le bouleversement, sinon c'est pipette. Hein? Alors des fois, c'est aussi ça, mais plus long. Mais voilà, celui qui est un événement qui est fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, votre ami a lu le livre, et tout de suite, vous dites, qu'est-ce que tu as pensé de, etc., etc. Et donc, du coup, vous connaissez mieux ce que pense votre ami, ce qui était votre... Vous connaissez mieux le livre, et du coup, vous connaissez mieux vous-même. Et donc, vous voyez bien que toute connaissance, découverte, est triangulation. Hein? L'autre, moi, et une œuvre. Et les droits culturels vont se jouer complètement sur ce lien. Eh bien, parmi ces œuvres, vous n'avez pas simplement l'autre ou les autres, vous avez aussi une communauté, parce qu'une communauté, c'est une œuvre. Voilà. Un conseil général, c'est une œuvre culturelle. Ben oui, c'est des gens qui ont des ressources, qui travaillent ensemble, et ça va marcher plus ou moins bien, ils vont s'adapter plus ou moins bien. Est-ce qu'il y aura une bonne synergie? Est-ce qu'il y aura un gaspillage? Est-ce qu'on aura une hiérarchie cloisonnée? Ou au contraire, une multi-hiérarchie, des hiérarchies inversées, qui font que les savoirs sortent, que les critiques peuvent se dire, mais qu'elles sont dans une logique de respect critique, etc., etc. Une famille, c'est une œuvre culturelle, ô combien, hein? Une communauté professionnelle, c'est une œuvre culturelle. Une équipe qui travaille dans le travail social, il faut qu'elle soit forte. Pas forte simplement pour tenir celui qui est en train de... Hein, mais où l'intelligence soit qu'on partage les expériences, qu'on tire les leçons des expériences, qui à la fois nous rend plus habiles dans notre métier, mais en même temps qui entretient notre désir de savoir plus, qui va de pair avec notre conscience de savoir jamais assez. Hein? Si on a les yeux en face des trous, on sait qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas comprendre la personne en souffrance qui est en face de soi, peut-être non plus la personne en joie. Hein? Mais si on sait seulement ça, ben on va déprimer. Donc il faut que, pour avoir le courage de savoir qu'on ne sait pas, il faut avoir l'aspect positif de dire on peut apprendre. Ça va de soi. Et la dynamique, elle est là. Comme si vous conduisez en montagne, il faut savoir que le ravin est là, mais il ne s'agit pas de regarder tout le temps le ravin. Donc il faut regarder en face. Et l'équilibre de la route, c'est là. Quel est ce que disait la philosophe Simone Weil, pas l'ancienne ministre, mais la philosophe Simone Weil, c'est de dire qu'est-ce qui fait la grandeur d'un être humain? C'est la grande distance entre le médiocre et l'excellent, entre la hauteur et la bassesse. Il faut avoir le courage de dire ça.
Pourquoi on accepte des choses horribles dans le monde? Pourquoi on tolère des génocides? Pourquoi on tolère, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas regarder à quel point c'est sordide, à quel point c'est injuste. Et ce n'est pas possible. Seuls ceux qui savent à quel point un être humain peut être résilient, à quel point une société peut être innovante, trouvent alors la force de regarder ce qui est le pire. Ça, c'est une grande leçon culturelle. Et c'est une grande leçon de libération. Le développement nazi n'a pu se faire que parce qu'on ne croyait pas que c'était possible, à l'évidence. Et comment pouvait-on croire, en un individu ordinaire, que c'était possible? Et ça a été la même chose pour le Rwanda, où pourtant les listes 4 ans avant étaient diffusées de gens assassinés, ou que les chansons étaient, etc., etc. Mais on a fait semblant de croire que ce n'était pas possible. Si. La violence est toujours possible. Alors, nous avons ici le troisième mot, le propre. Et c'est vraiment intéressant. Si je dis mon enfant, ça ne veut pas dire que je le possède, c'est plutôt lui qui me possède. Mais je dis bien mon enfant. Ça veut dire que mon identité, elle ne s'arrête pas à ma peau, ni à mon vêtement. Mon identité, elle traverse mon ami, elle traverse mes parents, comme elles peuvent traverser mes enfants, comme elles peuvent aussi traverser ma maison, le chemin que je prends, les paysages qui continuent à me nourrir, à donner sens à mon cheminement. Même quand je suis loin, où je les garde en moi, etc. Et donc nous avons cette possibilité formidable, et ça encore c'est la même bonne nouvelle, nous avons une capacité formidable d'appropriation. D'appropriation. C'est le mot, un des mots les plus sensibles, parce que justement, nous ne sommes pas simplement des individus l'un à côté de l'autre. Voilà. Ça, on a l'impression que c'est tranquille. Non, nous pouvons aller nous mêler des affaires des autres. Mais attention, avec tendresse, avec ce respect critique. Non, l'autre peut venir. Vous avez toujours des gens politiques là, qui disent « j'ai pas de leçon à recevoir de vous ». Mais quel crétin, de qui je peux dire que j'ai pas de leçon à recevoir? Ça veut dire que je me définis moi-même comme autiste. Il faut appeler les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Nous avons des leçons à recevoir de tous. Y compris de celui qu'on considère comme crétin, parce que si effectivement il a une opinion que je considère comme tellement stupide, je me demande pourquoi il peut tenir une telle opinion. Et donc j'ai besoin de savoir pourquoi quelqu'un a voté de cette façon, ou s'est exprimé de cette façon, ou est aussi stupide dans une administration, et cloisonneur. Pourquoi il a peur à ce point? J'ai besoin de le comprendre. Si je ne comprends pas l'origine de la peur, si je ne comprends pas l'origine de la bêtise, eh bien, je suis moi-même inintelligent et peureux, dans le sens négatif de la peur. Alors, bien entendu, ici c'est beaucoup plus facile à dire, pas à vivre, que notre identité, elle a tout un aspect patrimoine, elle a tout un aspect passé, et bien entendu, elle a un aspect futur. Mais ce n'est pas simplement une ligne du temps comme ça. C'est une ligne extrêmement vivante et extrêmement ramassée. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que nous avons ici? Nous sommes quoi présentement? Eh bien, c'est une bonne partie de notre passé. Et nous avons un travail, nous commençons à fatiguer. C'est moi qui dois vous fatiguer pas mal. Pourquoi? Parce que vous devez être en train de rassembler votre passé. Vous rassemblez votre mémoire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Quand il parle de liberté, de libération, qu'est-ce que vous connaissez des libérations personnelles ou celles dont vous avez été les témoins? Et donc vous êtes obligé d'aller chercher ça pour avoir, un petit peu la substance de ce concept. Concept, ça veut dire capter ensemble en latin. En allemand, begreifen, saisir. Donc le concept, c'est quelque chose, j'allais dire, de brutal. C'est une charrue avec laquelle je rentre dans le sol des choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans le mot libération? Est-ce que vous avez fait une psychothérapie et vécu une libération? Est-ce que vous avez eu un ami qui a enfin été libéré d'une violence domestique? Est-ce que vous avez vu un enfant qui se libère en s'épanouissant et découvrant quelque chose d'absolument formidable qu'il ne connaissait pas dans la musique, dans l'art, dans le dessin, dans le calcul, ou je ne sais pas quoi, etc. C'est toutes ces expressions-là et des libérations désirées. Et des gens qui vous sentez en situation d'esclavage interne.
de surdétermination. Des gens dont le cerveau a été institutionnalisé, ils ne sont plus que la personne au guichet. Donc, à ce moment-là, vous allez chercher dans votre mémoire pour avoir une attention présente. Donc, votre passé, ce n'est pas quelque chose qui a été vécu simplement, c'est quelque chose qui est déjà là dans tout notre schéma corporel. Dans nos mots comme dans nos expressions. Bien. Et si on est là, on sait que la vie est courte, c'est qu'on a des projets. Et la même chose, le futur, ce n'est pas simplement quelque chose qui viendra, qui n'est pas encore... Non, on sait très bien que le futur, nous l'avons en partie ici. Il y a une partie qui ne dépend pas de nous, etc. Mais il y a une partie qui dépend de nous, c'est pour ça qu'on est là. Donc on sait très bien que si aujourd'hui on acquiert un bout d'intelligence supplémentaire, c'est pas « Ah, c'est formidable, c'est comme si vous avez gagné de l'argent, vous avez gagné 200 € aujourd'hui, vous dites « Tiens, j'ai 200 € de plus. » Non. Ça dépend de ce que vous faites avec 200 €. Mais en gros, si vous avez un bout d'intelligence supplémentaire, ce bout d'intelligence augmente votre capacité de toucher et d'être touché. Autrement dit, vous aurez à avoir un coefficient de retour sur investissement, si vous me passez l'expression, extrêmement grand. En augmentant ce qu'on peut appeler, dans une belle logique économique, socio-économique, un capital culturel, votre capital de savoir, vous avez un effet boule de neige. Plus vous savez, non seulement plus vous allez continuer à savoir, mais plus vous avez une capacité d'apprendre mieux. N'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus efficace que le culturel. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi ? Parce que les savoirs, c'est infini. C'est le seul domaine de l'économie où on peut parler de croissance indéfinie. On n'entend pas souvent ça, quand on dit la croissance, c'est ça. Comme si on va demander aux gens d'acheter une deuxième, troisième, quatrième voiture. C'est idiot. C'est ça ? Oui, mais au niveau du savoir, c'est pas idiot. Parce que c'est précisément cet accroissement de savoir qui va donner une capacité plus grande d'adapter nos autres valeurs, etc. Donc, mon présent aujourd'hui, c'est un présent qui est un présent composé. Alors, on n'a pas ça dans la grammaire, le présent est simple, mais le simple vient toujours d'une composition assumée. Un présent qui est composé d'un passé déjà là, d'un futur déjà là, et c'est un présent qui est donc plus ou moins fort, comme vous voyez quand on parle de la qualité de présence, n'est-ce pas ? Et cette qualité qui fait que nous sommes présents aujourd'hui, c'est aussi un présent que nous nous donnons mutuellement. Puisque l'intelligence est généreuse où elle n'est pas. N'est-ce pas ? Nous avons besoin de nous offrir mutuellement notre capacité de présence, d'attention aujourd'hui, et c'est ça qui fait la valeur de notre échange. Ouais ? Ces trois aspects du présent qui se réunissent d'une façon magnifique ici, dans cette idée d'être là devant. Il y en a une cinquième, c'est fini après, rassurez-vous, qui est, évidemment, si on parle du temps, il faut parler de l'espace. Le temps et l'espace, ils sont tellement étonnamment proches et tellement différents en même temps. C'est toujours surprenant. Et alors, vous avez la dialectique classique qui est l'espace ouvert, les pas, et le territoire qui est un espace structuré, un espace habité, un espace travaillé. Qu'on appelle un territoire, avec son maillage, à la fois ce maillage de chemins, de routes, de champs cultivés, de forêts, etc., et son maillage d'habitants, de circulation, etc., etc. Et vous avez traditionnellement des nomades et des sédentaires, et nous vivons tous cela dans la maison, dans la maison, parce qu'une maison, elle doit être à la fois ouverte et fermée. Une maison, elle doit être un refuge. Voilà. Où on se trouve avec son temps, où on se trouve avec ses amis, avec sa famille, et puis en même temps, il ne faut pas qu'elle soit complètement close, ça doit être un lieu d'accueil. Si je n'ai pas de refuge, qu'est-ce que je peux donner aux autres ? Si je n'ai pas de refuge, où est-ce que je vais les accueillir ? Et en même temps, si je n'accueille pas les autres, je vais m'asphyxier, je vais asphyxier ma famille. Donc avec cette approche-là, vous avez vraiment l'entremêlement d'une quintuple dialectique. Peut-être vous pourrez en trouver une sixième. On peut aussi déployer l'une ou l'autre en plusieurs. Peu importe ici. La logique qui est vraiment intéressante, c'est un logiciel en termes, si vous voulez, directs. Pourquoi ? Parce que vous avez à la fois une valeur universelle qu'on peut appeler condition humaine, parce que tout le monde doit avoir un passé et un futur. Quand je parlais de pauvreté culturelle, tout à l'heure, l'exemple que je donnais avec des Maghrébins qui ne connaissaient pas l'histoire, ils ont un passé qui leur est interdit.
n'est-ce pas? Et ça leur fait une barre, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui sont en situation d'extrême pauvreté, leur futur leur est interdit. Ils ne peuvent pas penser à l'avenir, ils pensent à survivre. N'est-ce pas? Et tout le monde sait que penser à survivre, ce n'est pas possible, c'est une forme de torture qui nous incapacite, si vous me passez l'expression, puisque je ne peux pas envisager le logement, je ne peux pas envisager l'éducation, même simplement de fonder une famille, je ne peux pas, etc., etc. Oui? Et donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir tous ces pôles opposés, parce qu'ils sont tous nécessaires. Nécessaire, ça veut dire ce qui ne peut pas ne pas être. Oui? Sinon, on n'est pas humain. Et c'est parce que, précisément, on tisse une toile de pôles opposés, de pôles dialectiques. Dialectique, le mot grec, c'est, vous avez logos, le mot, dia, c'est ce qui est en opposition contre, et techné, technique, art et technique à la fois. Autrement dit, la technique du dialogue en confrontation. Technique, art du dialogue en confrontation. Donc nous avons besoin, chacune et chacun d'entre nous, constamment de dire où je suis là-dedans. Oui. Donc à la fois c'est universel et à la fois c'est original et c'est singulier pour chacun. Et au-dedans, nous avons cet espace blanc qui est cet espace de conscience. Conscience, cum, savoir. Oui, j'ai un savoir de ce que c'est que le passé, j'ai un savoir de ce que c'est que le futur. À ce moment-là, je prends conscience d'un espace de présent, plus ou moins large. Le présent, ce n'est pas simplement un instantané. Le présent, c'est le présent de cette journée. Le présent, c'est le présent d'un engagement qu'on prend sur plusieurs jours, parfois sur plusieurs années, etc. Oui, ça dépend de l'action qu'on engage. Voilà. Et la même chose pour les autres. Ce qui est le multiple et l'un. J'ai besoin des deux pour pouvoir constamment développer cet espace de conscience. Mais cet espace de conscience est aussi un espace de confiance. Pourquoi ? Parce que pour avoir le courage de penser à la fois le passé et le futur, il faut que j'ai rencontré des gens qui m'ont montré comment un passé peut être enrichi par un futur. Il faut que j'ai rencontré des gens comme Cyrulnik qui vont nous parler de résilience et même quand des gens ont vécu des drames absolument terribles, eh bien, il y en a qui non seulement s'en sortent, ce qui est déjà pas mal, mais qui vont utiliser ce drame pour être absolument excellents. Ils vont continuer à souffrir. Ça, il n'y a pas d'anesthésie dans la vie. Ça. Disons, de juste anesthésie. Il y a certaines anesthésies, mais ce n'est pas celles qui nous font vivre. Hein. Et qui, parce qu'ils ont vécu en face à face avec la mort, vont apprendre le prix de la vie. Hein, d'un sens que ceux qui n'auront pas vécu à ce niveau de seuil de dangerosité n'auront pas compris. Voilà. D'où l'expression identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Où est ma montre? Je peux encore prendre juste les marionnettes pour faire la fin, et puis je présente le... Allez, viens, cocotte. Je prends juste cette image avec un ancien qui raconte une histoire à cette petite fille. On ne sait pas s'ils ont un lien de parenté, peu importe. C'est un conte, probablement. Et il n'est pas simplement le monsieur qui est âgé, qui est grand, etc., par rapport à la petite qui ne sait pas grand-chose. Enfant, là aussi, en vieux latin, enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Oui, c'est pas sympa comme mot. Mais parce qu'ils ne parlent pas, ceux-là, elles parlent, mais quand ils sont plus petits, ils ne parlent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas écouter. Et vous voyez que la petite fille va regarder la marionnette. Et évidemment, la magie, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que c'est la marionnette qui parle et que c'est la marionnette qui bouge. Ce qui est vrai, bien entendu, mais que c'est le corps de l'homme qui l'a fait bouger. Et donc, la petite fille a donc une parole qui est complètement incarnée par l'homme, avec toute son histoire, toute sa vie, tout son passé, sa mémoire, etc., et qui va utiliser cet ouvrage, qui
qui est une marionnette. Je dis bien un ouvrage, puisque vous avez la marionnette qui est posée sur la table, qui est inactive. Et évidemment, la marionnette, elle est faite pour être contemplée. On peut la mettre dans une vitrine ou la suspendre. Mais évidemment, elle est beaucoup plus intéressante quand elle bouge. Et donc, l'ouvrage est lui-même ouvragé. Et sert à ouvrager quoi? À ouvrager le regard, le corps de cette petite fille. Mais voyez que pour que ça fonctionne bien, elle a aussi une marionnette. Elle a aussi cette espèce d'alter ego, si vous voulez, qui fait qu'elle n'est pas simplement celle qui n'a rien, mais qu'elle a aussi cette capacité que le vieux est en train de lui apprendre. Ton corps n'est pas tout seul. C'est pas seulement tu n'es pas tout seul, Jeff, hein, mais ton corps n'est pas tout seul. Vous voyez? Et tes mains ont une mobilité fabuleuse, ont une capacité de dire les choses. Tu ne parles pas qu'avec tes mots, tu parles avec tes oreilles, tu parles avec ton ventre, tu parles avec ton corps. Et à ce moment-là, vous avez ça, c'est une œuvre culturelle. Il faut aller jusque-là. Hein. Ce bâtiment n'a le sens que parce qu'on y est. En ce moment, il est fait pour ça. Et il vit maintenant. Maintenant, il est œuvre culturelle. Il l'était avant, mais comme une œuvre passive. Tandis que maintenant, il est notre hospitalité. Ça. Et la même chose, encore une fois, pour les conseils généraux, régionaux qui nous accueillent, et le pays, qui est œuvre culturelle, et qui, dans cet événement qui est le nôtre maintenant, est en marche. Et donc, vous n'avez pas simplement un lien d'individu à individu. Vous avez constamment des personnes qui vont jouer dans les œuvres. Et c'est là que se fait tout le travail. Je vous remercie. Encore.